Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropoix. Deuxième essai sur cette vidéo de Robespierre. Nous sommes avec Fadi Kassem. Merci citoyens d'être avec nous. Il fait un petit Citoyen. peu froid, on est le 28 décembre On tient le coup. 2020. L'isolation est peut-être à repenser dans cette grange. Ouais, On ouais, va mais c'est parler bien, de, ça réchauffe, hein, si j'ose dire. on va parler de Robespierre, l'incorruptible. Ouais. Pas d'ambition personnelle et Non, il croit à tout ce qu'il dit, comme disait Mirabeau, le son ennemi. corrompu. Mirabeau le corrompu, son ennemi personnel. De l'importance dans cette période troublée actuelle de se baser sur ce qui a été fait et vécu et pensé auparavant. Alors, on a fait ensemble cet après-midi une vidéo sur Platon, Ouais, Münster, Mincer, ouais. Münzer, excuse-moi, Rousseau et maintenant Robespierre. Euh, Énormément de choses à dire parce que ça touche à la Révolution française. Donc on est en plein dans les concepts que l'État actuel, le système actuel utilise, réutilise, même contre nous, contre les Gilets jaunes, contre le peuple. Mais toi, t'es un prof d'histoire, donc agrégé, Sciences Po aussi. Mm. Énormément de choses à dire sur Robespierre, donc c'est plutôt une introduction à Robespierre, Ouais, que ça nous donne envie de revenir en fait sur Robespierre. Alors, toujours le plan, on est un petit peu monomaniaque sur le plan. la raison. Première partie, introduction dans l'époque actuelle, dans l'époque plutôt de 1789. Deuxième partie, une période de 1789 à avril 1792. La troisième partie sera de 1792 à l'été 1793. C'est le début de la guerre. Et puis la quatrième, ça sera de l'été 1793 à l'été Quand il est 1794. au pouvoir, mais pas tout seul d'ailleurs, parce que comme il le disait bien, il le disait très bien, je ne suis qu'un douzième du gouvernement, puisqu'ils étaient 12 dedans. Donc on va voir tout ça dans les détails et c'est Mm. intéressant. Et puis la cinquième partie, ça sera dans les moyens qu'il a utilisés contre la corruption. On va parler très brièvement de la guerre de Vendée. On va essayer de remettre ça chronologiquement dans la chronologie avec Fouché pour Lyon et puis Barère pour la guerre de Vendée. Voir comment Robespierre s'est positionné par rapport à ça. Quand il était au gouvernement, sous quelle forme il était, dans Mm. quel type de gouvernement il était. Et puis bien sûr la fin. Et puis en conclusion, La postérité, voilà, qu'est-ce que il ça en nous reste. apporte à nous, gueux de rond-point, voilà, qu'est-ce que ça nous apporte de connaître ces infos sur Robespierre. Alors tout ça c'est effleuré, bien sûr, c'est juste une introduction sur Robespierre. On va commencer tout bonnement par la première partie. Il se passe quoi? On est à la fin du XVIIIe siècle, c'est Louis XVI qui est au pouvoir. Ouais. Il y a eu la guerre des farines, des spéculations, des révoltes paysannes, des gens qui se sont battus contre les spéculateurs, qui ont fait beaucoup d'argent, Mm. déjà à l'époque, hein, sur des produits alimentaires, Contre quoi de se base. lèvera Hein. Robespierre aussi d'ailleurs. Oui, mais là, c'est avant la Ah Révolution, oui, je sais, mais la je guerre dis du... juste, il s'élèvera au futur, par la suite, à son tour. Et c'est vrai que le contexte n'est pas du tout favorable pour la monarchie de Louis XVI, parce que, bah, tu l'as dit, il y a ça, la guerre des farines, il y a tout un ensemble de mauvaises récoltes, y compris avant qu'éclate la Révolution d'ailleurs. Entre parenthèses, la Révolution en réalité débute à l'été 1788 je dis bien 1788 en province. Il y a déjà des soulèvements à Grenoble, il y a la journée des Tuiles par exemple. Donc en réalité, ça éclate déjà, et c'est intéressant si on fait le parallèle avec les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, ça part d'où? Bah, de province d'abord. Donc en fait, on voit bien hein, là qu'on se situe dans un parallèle évident. On a une monarchie qui connaît un important déficit. L'héritage de Louis XIV, même si Louis XV avait justement avait combattu ce déficit. La guerre en Amérique, hein, qui a aussi coûté très cher. Et puis les fastes de la reine en particulier, qui dépense pendant que la cour s'amuse, lui, le pays gronde et souffre de plus en plus de la faim. Est-ce qu'il y aurait un parallèle à faire avec, tu sais, à l'Élysée, 500 000 balles pour la moquette, Oui, etc. puis 500 000, c'est une goutte d'eau pratiquement, mais c'est le même principe. Bon, c'est le même principe. Comment ça se passe à l'époque, le pouvoir aristocratique? Comment ça se passe avec le pourrissement de ce pouvoir-là? Est-ce qu'on a un roi fort? Est-ce qu'on a un roi diminué, naïf, manipulable?
comment ça se passe par rapport à la noblesse d'épée et la noblesse de robe. Ouais, Alors, noblesse de robe, qu'est-ce que c'est? Donc des gens qui achètent des titres, des bourgeois, c'est ça. donc des commerçants, des intermédiaires qui ont fait fortune et qui s'achètent une légitimité, un petit peu à la Voltaire peut-être, pour mettre la main sur des terres, spéculer, attaquer les communs, les terres en commun, mettre la main dessus. Ça, c'était quand même, au niveau de l'Ancien Régime, c'était un acquis pour les paysans d'avoir ces terres en commun, ces bois en commun. Et donc là, on a une pression prédatrice de la bourgeoisie. Ah oui, oui, on est en plein dedans. Une bourgeoisie qui, encore une fois, est mue par les idéaux de Smith, etc., notamment. Elle n'a même pas besoin de les lire, elle les applique. Tu peux revenir dessus? Ouais, c'est-à-dire l'égoïsme, la recherche personnelle du profit. Bon, voilà, et puis on exploite tout ce qu'il faut pour Alors, ceci. le concept, c'est le bien commun, finalement, se base sur l'égoïsme de chacun. Chacun est un prédateur pour Les l'autre. vices privés font la vertu publique. Mandeville, 1714. Les vices privés font la vertu publique. Mais au-delà, ce qui est vrai, c'est que l'aristocratie connaît de profondes mutations, tu l'as dit. La bourgeoisie pousse de plus en plus pour obtenir le pouvoir politique, les titres de noblesse en tout cas, elle les obtient. Elle estime ne pas être assez satisfaite en termes de pouvoir politique, donc elle réclame ce pouvoir politique. Alors évidemment, elle s'appuie sur la colère de personnes qui, elles, ont comme premier souci de remplir leur ventre. C'est déjà ça le vrai problème. Et ça débouchera donc sur cette fameuse révolution qui, dans un premier temps, en réalité, va être portée par, certes, des gens en colère, des artisans en colère, etc., mais aussi par une bourgeoisie qui a comme première ambition de confisquer la révolution et obtenir ses propres privilèges. Mais j'insiste dessus parce qu'avant qu'éclate la révolution, Robespierre a conscience du véritable mal qui secoue le pays, c'est-à-dire non seulement la misère, mais en plus le fait que la misère aliène. Et si je peux me permettre, je lis un passage d'un tract qu'il distribue en 1788, où il dit que la plus grande partie de nos concitoyens est réduite par l'indigence, suprême degré d'abaissement, où l'homme uniquement occupé de survivre, est incapable de réfléchir aux causes de sa misère et aux droits que la nature lui a donnés. Voilà. Alors là, c'est marrant ce que tu dis, parce que ça nous ramène à une vidéo qu'on avait fait il y a 1 an et demi. On se posait la question, il y a 10 millions de pauvres, à l'époque il y en avait 9 millions officiellement, maintenant on est à 10 millions. Officiellement aussi. Et on se disait, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas 10 millions de gilets jaunes ou 9 millions de gilets jaunes? Ouais, oui. Et c'est vrai que quand tu es au RSA, au minimum vieillesse, quand tu as des problèmes de survie au quotidien, bah, tu peux passer à un rond-point, tu peux aller donner du café ou partager le café, mais tu es dans la survie. Tu es dans la survie, que c'est compliqué d'aller en OP, etc. Tu es pris par d'autres contingences. Alors, il y en a qui arrivent très bien, Bien à sûr. monter en OP avec nous, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais l'affaire, c'est que on est en plein dedans. Pourquoi il n'y a pas 10 millions de gilets jaunes? Bah, encore une fois, il y a d'abord effectivement la nécessité de satisfaire les besoins vitaux, avoir de l'argent pour manger, etc. Ça devient de plus en plus difficile pour beaucoup de personnes, malheureusement, dont je rappelle la 6e puissance économique mondiale, il faut quand même le rappeler. Et puis, par ailleurs, bah oui, l'absence ou l'impossibilité, disons-le comme on veut, mais de prise de conscience de ce qui se passe. C'est pour cela que les Gilets jaunes sont une avant-garde d'ailleurs de ce point de vue. Historiquement d'ailleurs, c'était une fonction que les communistes en théorie s'étaient accrédités, si j'ose dire, de conscientisation. Cette conscientisation était possible parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine sécurité de ce point de vue. Bon, maintenant, je pense aussi que malgré tout, le mouvement des Gilets jaunes a permis à un certain nombre de personnes de prendre conscience quand même des problèmes qui existaient dans le pays en termes même de besoins vitaux, tout simplement. Donc, le problème se posait en 1789, mais dans des conditions pires, parce que l'analphabétisme était beaucoup plus important. Alors, on est en 1789, Robespierre, il vient d'où, Robespierre? Il vient d'Arras, du Pas-de-Calais, voilà, et dans le nord du pays. Il est de condition plutôt bourgeoise, disons, petite bourgeoise. Rapidement, un enfant qui va être placé, il va étudier à Louis-le-Grand, notamment. Il est brillant? Ouais, c'est un élève brillant. Il devient avocat. C'est en tant qu'avocat justement qu'il va se faire un champion de la défense de la cause des miséreux, des pauvres en quelque sorte. Et puis lorsque la révolution éclate très rapidement, il épouse sa cause. Mais attention, il n'épouse pas dans le sens bourgeois, il épouse dans le sens rousseauiste.
c'est-à-dire le contrat social. C'est un grand lecteur de Jean-Jacques Rousseau. Et lui, il veut vraiment appliquer les idées. Alors, on passe là à la deuxième partie, 1789 à avril 1792. 1789, on va juste faire des points sur la prise de la Bastille, etc. Jusqu'en avril 1792, il s'est passé quoi en avril 1792? C'est le moment où la France déclare la guerre à l'Autriche. C'est important de le signaler. C'est la France qui déclare la guerre à l'Autriche pour une simple et bonne raison. Louis XVI déclare volontairement la guerre pour la perdre. C'est son seul objectif. La perdre parce que si la France est vaincue, la révolution est écrasée. Alors, à cette période-là, le roi est encore au pouvoir. Il est encore au pouvoir. On est dans un système de monarchie parlementaire constitutionnelle. À ce moment-là, oui, parce que la Constitution a été adoptée en septembre 1791, sans que le roi le veuille vraiment, mais de toute façon, le roi a toujours, dans le fond, dû accepter, et je dis bien dû accepter ce qui lui était imposé, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, l'abolition des privilèges 3 semaines avant, le fait que le roi doive prêter serment devant la nation le 14 juillet 1790, et puis la constitution de septembre 1791. Mais à chaque fois, il est obligé de le faire. Il n'a pas envie. Lui, il aimerait conserver son pouvoir absolu. Et puis, il est sous l'influence de ses frères et de la reine. La reine qui d'ailleurs est autrichienne et qui est en rapport avec l'empereur d'Autriche, à qui elle délivrera les plans de l'armée française au moment de la guerre. Je vous laisse deviner pour quel résultat. Ce roi, Louis XVI, juste pour revenir dessus, c'est quelqu'un de faible, il est diminué physiquement. Il est pétri de bonnes intentions, très franchement, mais il est dépassé par ce qui se passe. Il aime bien les horloges, c'est ça? Notamment. Non, mais il est prêt à un compromis. Il est prêt à un compromis. Et le problème, c'est qu'il ne se rend pas compte que le compromis devient impossible parce qu'il y a une radicalisation dans tous les camps. Mais en précisant qu'au départ, la radicalisation vient du camp aristocratique, qui ne veut pas lâcher un centimètre carré de son pouvoir. Alors, cette période avant la guerre, début de la Révolution de 1789, qui a eu des prémices avant. Oui, on l'a dit. Tu nous parlais de... La journée des Tuiles à Grenoble en juin 1788. Alors, c'est quoi la journée des Tuiles? En fait, c'est une révolte, mais qui concerne aussi les notables locaux qui refusent de payer davantage d'impôts, justement, parce que le problème qui se posait, c'est face au déficit, comment faire pour y remédier. Et c'est pour ça que Louis XVI a été contraint de finalement convoquer les États généraux. Et les États généraux, ça voulait dire demander l'avis du tiers-État. L'idée, c'était de demander l'avis du tiers-État, et ça a été un problème pour Louis XVI, parce que demander l'avis du tiers-État, c'était prendre le risque de voir un tiers-État en avoir marre de payer les impôts, dans la mesure où, si ce n'était pas le tiers-État, ça devait être les nobles et l'Église. Or, les nobles et l'Église étaient alliés à Louis XVI. Actuellement, l'impôt, on le paye avec la TVA, on le paye... Impôt indirect. Avec tout ce qui est prélèvement à la source. Ouais. Donc il n'y a même plus le percepteur, où on se souvient de Il est l'or, Monseigneur, avec le film avec Louis de Funès et Yves Montand, etc. Il n'y a même plus le percepteur qui vient gratter notre travail. C'est directement pris à la source. Ouais, exactement. Et avec la disparition du cash, parce que vous le savez, c'est les grandes orientations de la politique économique européenne, les GOPÉ, regardez ce qui est écrit, parce que ça va être appliqué. Au niveau de la destruction des retraites, c'était déjà en 2017 ou en 2018, c'était noir sur blanc. Oui, oui, c'était prévu. Puis là, ils le disent très clairement, soi-disant régime universel, machin, etc. Le code du travail, Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, lui-même s'en vantait. Il disait que la loi El Khomri, c'est lui, en gros. Donc là, avec la disparition de l'argent liquide, ceux qui font du cash au black, c'est mort. Voilà, on vous le dit tout de suite. Donc l'impôt va encore se renforcer et on n'aura même plus moyen de faire la grève de l'impôt. Non, parce que tu es prélevé directement. Là, tu veux faire quoi comme grève? Alors, donc dans cette période, 1789, avril 1790, 12, excuse-moi, où est Robespierre? Quelle est sa position et comment ça se passe? Robespierre croit dans la Constitution. Il estime que c'est le compromis pour réaliser la révolution. Et puis il se rend compte que c'est impossible parce que de toute façon le roi, la reine ne veulent pas du compromis. C'est normal, une constitution, ça signifie que le roi a moins de pouvoir. Donc c'est inacceptable pour un monarque absolu, ou dit-elle du moins. Et donc par conséquent Robespierre ensuite de toute façon est dans le sens de la révolution. Il est toujours dans ce sens-là, c'est lui qui l'incarne le plus, pas le seul, mais le plus.
Et par conséquent, à partir du moment où le roi tente de fuir et est arrêté à Varennes le 21 juin 1791, et qu'ensuite il tolère, voire il ordonne, ça peut se discuter, mais en tout cas qu'il va laisser faire le massacre du Champ de Mars le 17 juillet 1791, lorsque des gens, des sans-culottes sont venus réclamer la République, et ben, voilà, il va y avoir une fusillade sur le Champ de Mars. Bon là, Robespierre, de toute façon, il prend le fait et cause pour la Révolution. Le roi est discrédité. Et d'ailleurs, il aura une très belle formule au moment du jugement du roi. Robespierre clôturera son discours en disant « Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive ». Quel est le poste de Robespierre à cette période? Il est toujours avocat, il a été député. Je précise, c'est important, qu'il avait refusé d'être renouvelé en tant que député. Il estimait qu'il fallait qu'il y ait justement une rotation. Ça, c'est important. Donc, il était dans une logique de mandat impératif et révocatoire qui s'appliquait à lui-même et il avait décidé de renoncer au poste de député. À vrai dire, c'est peut-être même une erreur qu'il a commise à ce moment-là parce qu'en refusant à ce poste, il cédait la place à des types qui, eux, n'étaient pas incorruptibles. Balance, hein. De toute façon, ils sont morts. Hein. Ils de vont pas nous faire de procès. Alors, évidemment, mais au-delà de Mirabeau, alors lui, c'est une notoriété publique, Mirabeau, mais parmi les Girondins, il y avait quand même un certain nombre de propriétaires, en fait, de propriétaires qui, d'ailleurs, je le signale, avaient remplacé la devise que vous connaissez, liberté, égalité, fraternité. À l'époque, on avait dit aussi ou la mort, puisqu'après tout, il fallait se battre pour imposer ceci. Les Girondins l'avaient remplacé par la devise liberté, égalité, propriété. Je crois que c'est très clair, non? Alors, qu'est-ce qu'on entend par Girondins? C'était à l'Assemblée. Ce qu'on appelle les Girondins, c'était au départ des royalistes comme tout le monde. Puis après, ils défendent une république, mais une république qu'ils veulent, qu'ils qualifient de fédérale. C'est-à-dire, en fait, avec un large pouvoir pour les provinces, les régions, etc. Pourquoi pas dans l'absolu? Sauf qu'on est en guerre. On est en guerre. Et ce qui compte, À c'est cette l'unité. époque, on n'était pas en guerre. À partir d'avril 1792, or, les Girondins vont accepter la guerre, vont pousser à la guerre. Ils vont encourager Louis XVI de ce point de vue. Ils font la guerre. Une guerre parce que d'un côté, ils croient qu'ils vont pouvoir étendre la révolution par les armes, mais comme le disait si bien Robespierre, personne n'aime les missionnaires armés, et d'ailleurs ça s'est vu par la suite, puisque les armées françaises étaient peut-être dans un premier temps bien accueillies, mais ensuite pas bien vues. Et de surcroît, pour les Girondins, c'était aussi un moyen, la guerre, de faire quelques profits. Alors, on oppose à l'époque les Girondins à qui? Aux montagnards. Les montagnards, ce sont aussi des républicains, mais des républicains qu'on qualifierait de gauche, et en tout cas qui sont proches du petit peuple national, mais notamment parisien, parce que la Révolution se concentre notamment à Paris, que l'on appelle les sans-culottes. Ce sont ces sans-culottes qui vont faire la pression toujours pour que des lois soient prises en leur faveur, comme les lois contre la spéculation sur les grains, pour le salaire, pour le prix maximum sur les denrées vitales. Il faut savoir qu'il y a eu quand même un certain nombre de lois en mesure des plus pauvres, en faveur des plus pauvres, hein, très clairement. Alors là, c'est la première période, 1789 à avril 1792. Avril 1792, déclaration de guerre à l'Autriche. La France déclare la guerre, comme prévu, elle perd parce que l'armée n'est pas prête, parce que la reine délivre les plans à son oncle pendant plusieurs mois. Le roi tombe parce que il y a une révolte des soldats qu'on appelle les fédérés venus défendre le pays et des sans-culottes. Il tombe le 10 août, il est fait prisonnier le 13 août. Et puis il y a une vacance du pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a une espèce 13 de août 1792. il y a une vacance du pouvoir. Les Girondins, plus Danton, Montagnard, mais Danton s'entend avec tout le monde et cède aux honneurs lui aussi d'ailleurs, vont réussir à négocier, disons-le clairement, la bataille de Valmy le 20 septembre 1792. Qu'est-ce que tu entends par négocier la bataille de Valmy? Je sais pas, les armées avançaient, les armées prussiennes, autrichiennes, elles gagnaient des batailles coup sur coup et puis tout à coup à Valmy ça s'arrête. Il y a eu une résistance, c'est vrai, mais bon, Danton était vénal et avait de l'argent. Le roi sera exécuté le 21 janvier 1793. Robespierre vote pour la mort, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le principe que Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Voilà, pour lui, la patrie doit vivre hors de la monarchie et hors de Louis XVI. Et à partir de là, la mort n'est pas acceptée par tout le monde. Notamment parce que ça remet en cause le pouvoir de l'Église, le pouvoir d'un certain nombre de nobles, d'aristocrates. Robespierre n'est pas encore au pouvoir à ce moment-là, ce sont les Girondins. Et c'est vrai qu'à partir de mars 1793 a lieu un soulèvement en Vendée. Un soulèvement contre donc ceux qui dirigent le pays, ce ne sont pas les montagnards,
ce n'est pas Robespierre, ce sont les Girondins et Danton. Et ça va déboucher. Alors, il y a aussi Bertrand Barrère qui, lui, n'est ni montagnard ni girondin. Il appartient au milieu, ce qu'on appelle la plaine, ou le marais, comme vous voulez. Et Barrère va avoir un fameux mot d'ordre qui, en effet, peut susciter le débat, qui est exterminer la Vendée. Exterminer la Vendée. Pas les Vendéens, la Vendée, j'insiste dessus. Son projet est politique. Alors, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que, alors, il y a eu des massacres monstrueux. D'aucuns parlent de génocide, je récuse ce terme à titre personnel et pas que personnel parce que je m'appuie sur les sources, les archives, etc. Mais surtout ce que je récuse au-delà, c'est qu'on fasse porter le chapeau à Robespierre qui n'est même pas au pouvoir au moment où tout ceci a vraiment lieu. C'est Barrère qui est derrière tout ça. Bertrand Barrère de Vierzac qui est le principal rival de Robespierre et qui était un très grand orateur et qui était membre du comité de salut public quand Robespierre l'a intégré le 27 juillet 1793. Alors, on est toujours dans cette deuxième période, 1792 à l'été 1793. Ouais. C'est le début de la guerre de Vendée, avec des puits remplis de cadavres, de femmes et d'enfants. Enfin bref, on va, au bout de l'ignoble. On parle de Lyon aussi, avec Fouché. Ouais, Joseph Fouché, le mitrailleur de Lyon, qui sera rappelé par Robespierre furieux quand Robespierre sera au pouvoir et qui se demande mais pourquoi tu as mitraillé tout ça, c'est inacceptable, etc. Donc ça canonnait directement sur la population. Se mitrailler dans tous les sens, que Robespierre refusait. Robespierre était contre ces excès. Il n'était pas au pouvoir à l'époque, c'est ça? Il y arrive le 27 juillet. Donc la guerre de Vendée, ça fait au moins déjà 4 mois qu'elle a lieu. Donc, Et l'épisode de Lyon, c'est quand? C'est à l'été 1793, au moment où Robespierre arrive au pouvoir. Il faut savoir que Fouché est un représentant de ce qu'on appelait le comité de salut public, un représentant de ce comité. Dans chaque département, il y avait un type qui représentait, voilà. Et quand il y avait des massacres comme ça, mais Robespierre non seulement les désapprouvait, mais même condamnait les types et qui craignaient pour leur tête. Alors lui était député pendant cette période-là? Robespierre est député et il va participer de la chute des Girondins qui est obtenue le 2 juin 1793 sous la pression des sans-culottes. Il y a quand même 80 000 personnes qui font pression. 80 000 personnes, le Stade de France, qui fait pression sur l'Assemblée nationale de l'époque, la Convention nationale. Donc là, c'est les montagnards qui vont prendre le pouvoir. Donc les sans-culottes qui vont prendre le pouvoir cet été 1793. On passe à la quatrième partie, été 1793 jusqu'à été 1794. Je préciserai même 27 juillet à chaque fois. 27 juillet 1793, Robespierre entre au comité de salut public. Poussé par les montagnards, les sans-culottes. Et 27 juillet 1794, il se fait culbuter par la Convention nationale qui le craint. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette période où Robespierre a été aux affaires? Oui, bien sûr. Bon, écoute, donc ça fait 4 mois que la guerre de Vendée, avec les exactions contre la population civile et une guerre civile plus Lyon, ont déjà eu lieu. Comment ça se passe à l'intérieur, comment ça se passe aux frontières quand il arrive au pouvoir, et il arrive au pouvoir sous quelle forme? C'est-à-dire qu'il n'est plus député, il rentre au comité de salut public qui était renouvelé tous les mois. Donc tous les mois on le renouvelait, parce qu'il a toujours été renouvelé, ainsi que les 11 autres camarades, à commencer par Saint-Just, qui était son ami proche. Alors c'est des mandats révocatoires là-dessus Oui, en quelque sorte, bah oui, parce que et puis tu peux le quitter ou tu te fais si t'as pas rempli ta fonction. Il y avait un vrai contrôle sur le gouvernement. Il y avait un vrai contrôle. Contrôle par qui? Le contrôle déjà se faisait par la Convention nationale et pas que, parce qu'on a bien vu que ce sont les sans-culottes qui ont obtenu la tête des Girondins. Donc à un moment donné, il y a véritablement un contrôle populaire qui s'établit. Bon gré mal gré, parce qu'un certain nombre de députés refuse, pas Robespierre. Robespierre considère que c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote. Quand il a été arrêté le 27 juillet 1794 sur ordre des députés hostiles, aucune prison n'a voulu l'accueillir. Aucune. Ils estimaient qu'il n'avait pas à être prisonnier. Donc pendant un an, Robespierre a été aux manettes. Pas seul. Pas tout seul, non. C'est un 12e, il y en a d'autres. Il est même minoritaire dans le gouvernement, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais c'est l'homme fort. C'est un très grand orateur. Bon, il prononce des discours longs, interminables pendant des heures, mais il est rousseauiste. Il croit vraiment dans ça et il croit dans la vertu. Et il estime que la vertu, ça doit être le ressort du gouvernement en temps de paix. Sauf qu'on n'est pas en temps de paix, on est en temps de guerre. Guerre à l'extérieur, aux frontières, plus à l'intérieur contre les ennemis de la Révolution qui veulent écraser également la Révolution, parce qu'il y en a qui sont restés. Donc il y avait des craintes de débarquement de troupes anglaises dans les ports, etc. Clairement. Et donc, comme on est en temps de guerre, la vertu seule ne peut suffire.
Et il va théoriser le fameux gouvernement en temps de guerre qui est celui qui associe la vertu et la terreur. Donc là, c'est la notion de terreur qui arrive. Bah oui, oui, même s'il n'y a pas de gouvernement de la terreur en fait. Mais il y a l'idée que la vertu, elle est indispensable, sans laquelle la terreur est funeste, mais la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Comment peut-on imposer la vertu en temps de guerre quand on te menace d'une baïonnette sur la tempe? Alors la terreur contre qui? D'abord contre tous ceux qui combattent la révolution, les ennemis extérieurs, les Prussiens, les Autrichiens. À l'intérieur, c'est contre les aristocrates, contre les prêtres réfractaires qui continuent de jurer fidélité à Rome et qui refusent de reconnaître la révolution, contre des émigrés. Et après qu'il y ait eu des abus, bah oui, parce qu'effectivement, il y a eu des abus. Alors, est-ce qu'ils sont imputables à Robespierre? La seule chose que je peux dire, c'est que Robespierre n'était pas membre du comité de sûreté générale, dont on ne parle jamais, qui était en fait la police et qui contrôlait le tribunal révolutionnaire. Et qu'au sein de Donc ce les comité, exécutions. ouais, et au sein de ce comité, il y avait plein d'ennemis de Robespierre. Robespierre, l'incorruptible. Son combat contre la corruption, là, il est au pouvoir, enfin un 12e du pouvoir, avec Tout à fait. des personnes qui sont plutôt de son côté ou d'autres opposés. Comment ça se passe contre la corruption quand il est aux manettes? Peine de mort. Peine de mort. Au niveau des spéculateurs, Peine de mort. D'accord. La spéculation sur le grain est interdite. C'est une condamnation à mort dans ces cas-là. Lui-même va défendre l'idée de créer personnellement, il va défendre une loi en faveur du stockage des grains justement pour éviter la spéculation, etc. Il y a vraiment il pourchasse les corrompus, ceux qui sont dans la logique de spéculation, ceux qui sont également trop enrichis. Il se méfie beaucoup des gens trop enrichis, comme Danton. À un moment donné, Danton va devenir dangereux parce qu'il est trop enrichi. Ce qui n'est pas une bonne. Il faut bien reconnaître qu'en ces temps troublés où il y a quand même pas mal de guerres et de misérables, c'est pas une riche idée. Mais surtout parce que Danton va être de plus en plus critique envers le gouvernement auquel appartient Robespierre. Donc Danton est perçu potentiellement comme un type qui fait le jeu de la contre-révolution. Et à ce moment-là, la corruption, vous savez, moi je tiens quand même à rappeler, on parle toujours des droits de l'homme et du citoyen, etc. Mais le préambule, avant même les articles, la corruption est dénoncée ainsi que l'ignorance. Je dirais même l'ignorance est dénoncée comme étant la cause de tous les malheurs et de la corruption des gouvernements. Est-ce que tu veux nous parler de la Constitution de 1793? Inconnue, la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793. Elle n'est pas très connue. Évidemment, pourquoi? Parce que lorsqu'on la regarde, on découvre que l'assistance publique, que l'éducation, que sont des choses, des droits de l'homme et du citoyen, qu'il doit avoir un contrôle beaucoup plus important sur les élus, que la propriété va être beaucoup plus encadrée. Et puis il y a un article terrible, absolument terrible pour les possédants, c'est l'article 35. C'est l'article 35 qui dit la chose suivante: quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Et ça, c'est dans cette constitution. Est-ce qu'il y avait aussi le mandat impératif et révocatoire? Ce qui est certain, c'est qu'il était indiqué, par exemple, dans l'article 30, si je le lis, que les fonctions publiques sont essentiellement temporaires. Elles ne peuvent être considérées comme des distinctions, ni comme des récompenses, mais comme des devoirs. Donc ça nous amène sur des réflexions intéressantes par rapport aux rémunérations de tous les députés, les sénateurs, les hauts fonctionnaires, etc. Tous ces postes inamovibles, ces jeux de bonneteau, là, hein, ils passent d'un poste à un autre, ils passent à la Commission européenne, Moscovici, Conseil constitutionnel, etc. Et donc on peut imaginer que cette constitution de 1793 a été enterrée, bel et bien enterrée. Pourquoi n'en parle-t-on jamais, y compris à l'école? Pourquoi Fernand Nathan n'en parle-t-il pas? On a peut-être la Enfin, réponse. j'en parle à mes élèves, vous vous en doutez bien, mais bon. Alors, comment ça se finit, Robespierre? Mal Pourquoi? pour lui, il tombe parce qu'il devient... Napoléon dira même de lui que Robespierre a été culbuté parce qu'il a voulu arrêter la révolution, carrément. Il voyait bien que ça déraillait, il sentait bien que la corruption était malheureusement beaucoup trop importante, et puis trop d'ennemis notamment parmi ceux qui avaient mené les exactions comme Carrier à Nantes ou Fouché à Lyon.
Donc voilà, il va tomber là-dessus. Et puis parce que certains estimaient que les mesures de salut public, parce que c'est ça leur vrai nom, étaient devenues non utiles, dans la mesure où la France, c'est vrai, était en train de gagner des guerres. Ouais, gagner des guerres en attendant, 11 ans plus tard, la Révolution sera écrasée. Qu'est-ce que laisse Robespierre à la postérité? Où est-ce que l'esprit de Robespierre ressort? Et puis, est-ce que on aurait besoin d'une multitude de Robespierre actuellement? Ah bah clairement, mais je dirais que ce qui reste de Robespierre, c'est d'abord la nécessité vraiment d'explication, de combat, tout le temps, tous les jours, comprendre le monde, et vraiment mener ce combat à fond, quoi. Je dirais mener à fond dans le sens où Robespierre croit, comme le disait Mirabeau, il ira loin, il croit tout ce qu'il dit. Mais il croyait dans le sens véritablement du bonheur du peuple. Et j'insiste dessus. Si je dois lire un dernier passage à propos de Robespierre, c'est lorsque Robespierre essaye de comprendre pourquoi il y a le malheur dans le fond. Et voilà ce qu'il disait. C'est ce principe politique qui dit que la base de la liberté, la base du bonheur social, c'est l'égalité. Toute institution qui tend à augmenter l'inégalité des fortunes est mauvaise et contraire au bonheur social. C'est pour ça d'ailleurs que se sont soulevés les Gilets jaunes. Ils l'ont parfaitement compris, sans peut-être savoir que Robespierre l'avait déjà dit. Et pas d'ambition personnelle. Non. D'ailleurs, quand on est surnommé de son vivant l'incorruptible, c'est qu'il y a bien une raison. Voilà les amis, des pistes de réflexion très très intéressantes. Merci d'avoir partagé ton savoir. Merci à vous toutes et tous, surtout. Merci à tous les collègues qui sont là. Merci aux auditeurs. On reviendra sur Robespierre. On aura l'occasion, ouais. C'est fondamental. Les amis, force et honneur, on ne lâche rien. Force et honneur à toutes et tous. Et puis, on vous souhaite une excellente soirée et une très très bonne année. C'est dur, notre combat est juste, nous vaincrons. Force et honneur. Tous ensemble en même temps. Aou.